Si vous êtes si faits l'un pour l'autre, vous resterez ensemble sans moi. J'ai 29 ans, et ce qui s'est passé à la Saint-Valentin cette année me paraît encore complètement surréaliste. L'écrire m'aide à comprendre ce bordel sans nom. Ma copine, Mélissa et moi, on sortait ensemble depuis presque 2 ans, on vivait ensemble dans son appart depuis environ 6 mois. Le bail était à son nom, ce qui était logique à l'époque puisqu'elle y habitait déjà. J'avais réservé dans un resto italien branché en centre-ville 2 mois à l'avance parce que les places pour la Saint-Valentin partent vite. Ce n'était pas hors de prix, mais suffisamment chic pour ne pas pouvoir y entrer comme ça. Le 14 février est arrivé. Vers 17h, j'ai commencé à me préparer pour notre dîner romantique. J'ai mis ma chemise repassée, un peu de parfum, j'ai fait en sorte d'avoir l'air bien. Tout le tralala. Mélissa était dans la salle de bain en train de se maquiller et elle était magnifique. Elle portait cette robe rouge que je n'avais jamais vue, probablement achetée spécialement pour ce soir. Je lui ai dit qu'elle était incroyable. Elle m'a remercié, genre bof, puis a mentionné presque comme une remarque en passant qu'elle avait invité quelqu'un d'autre à se joindre à nous pour dîner. Je me suis arrêté net. Qui pouvait-elle avoir invité à notre dîner de Saint-Valentin ? Elle a dit que c'était son mari de bureau du boulot. Il venait de vivre une mauvaise rupture, et elle ne voulait pas qu'il passe la Saint-Valentin tout seul. Puis elle m'a demandé si ça me dérangeait. Mais la façon dont elle l'a dit, ce n'était pas vraiment une question. Genre, elle ne me demandait pas mon avis. J'ai essayé de lui expliquer que la Saint-Valentin c'était pour les couples, juste nous deux, pour passer un moment romantique. Elle a levé les yeux au ciel en mettant du rouge à lèvres et m'a dit de ne pas être l'un de ces petits copains jaloux et complexés qu'elle ne supportait pas. Elle a dit que c'était juste un ami du travail, et que c'était triste pour n'importe qui d'être seul à la Saint-Valentin. J'ai fait remarquer qu'on n'avait même jamais rencontré ce type. Elle a dit que je l'adorerais une fois que je le rencontrerais, le décrivant comme super drôle et vraiment adorable. Puis elle a ajouté que j'étais assez sûr de moi pour ne pas être bizarre à ce sujet, non ? La façon dont elle l'a dit, ça sonnait comme un défi, comme si, en objectant, je prouverais que j'étais complexé et autoritaire. J'ai accepté à contre-cœur, me sentant déjà comme un idiot de céder. On est arrivé au restaurant à 19h pile. Il attendait déjà dehors. Ce type était grand, genre 1m88 ou 1m90, portant un costume de marque clairement hors de prix et une montre qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Il a serré Mélissa dans ses bras pendant ce qui m'a paru une éternité, et j'ai remarqué que ses mains étaient sur le bas de son dos, beaucoup trop familières pour un ami du travail. Quand il s'est tourné vers moi, il a souri et a dit « Tu dois être le petit copain dont j'ai entendu parler. » Il m'a serré la main avec une de ces poignées de main agressives que certains types font pour montrer qu'ils sont supérieurs. Il m'a remercié de l'avoir laissé s'incruster à notre rencard et a dit qu'il appréciait vraiment. La façon dont il l'a dit m'a agacé, parce que je n'avais autorisé rien de tout ça. L'hôtesse avait l'air confuse quand elle a vu 3 personnes pour ce qui était clairement une réservation romantique pour 2 personnes pour la Saint-Valentin, mais elle est restée professionnelle et nous a installés quand même. Mélissa et ce type se sont glissés du même côté de la banquette, assis près l'un de l'autre, tandis que j'étais assis seul de l'autre côté. Tout de suite, je me suis senti comme un 5e roue du car à mon propre dîner de Saint-Valentin que j'avais planifié et payé. Et c'est comme ça qu'ils m'ont traité. Pendant l'heure et demie qui a suivi, ils n'ont parlé qu'entre eux de leur bureau, de leurs blagues internes, d'un projet compliqué sur lequel ils travaillaient et de leur patron, qui était apparemment un cauchemar. Ils ont parlé d'une fois où ils avaient dû travailler tard et avaient commandé de la nourriture thaï ensemble, en riant d'un truc avec des rouleaux de printemps. J'ai essayé de me joindre à la conversation en mentionnant quelque chose de similaire qui s'était passé à mon travail. Mélissa m'a coupé la parole en me disant de garder ça sous le coude avant de se retourner vers lui pour continuer à parler d'une présentation où le projecteur était tombé en panne au pire moment. Ils ont tous les deux ri comme des fous. J'étais juste assis là, me sentant invisible. Quand le serveur est venu prendre les commandes de boissons, ils ont choisi une bouteille de vin cher sans même me regarder ni me demander ce que j'en pensais. Mélissa a commandé des raviolis au homard, qui était l'un des plats les plus chers du menu. Il a commandé la côte de bœuf la plus chère. J'ai opté pour le truc le moins cher que j'ai pu trouver, un simple New York Strip, parce que je commençais à voir où ça allait mener, et ça me mettait en rogne.
Mélissa ne m'a même pas regardé quand j'ai commandé. Elle était trop occupée à rire de quelque chose que son collègue avait dit, en touchant son bras pendant qu'elle riait. La nourriture est arrivée après une vingtaine de minutes, et les choses ont empiré. Ils ont commencé à se faire goûter des bouchées de leurs assiettes comme un couple à un rencard. Mélissa ne m'a même pas proposé de ses raviolis au homard, ce qu'elle faisait habituellement parce qu'elle savait que j'adorais les fruits de mer et qu'elle partageait normalement. Mais je l'ai vu glousser quand il a coupé un morceau de son faux filet pour le mettre dans son assiette avec sa fourchette. J'ai mangé mon steak, silencieux comme une tombe, juste à mastiquer et à regarder cette scène dingue se dérouler. Le steak était en fait sacrément bon, cuit à la perfection, mais je ne pouvais même pas l'apprécier en voyant ma copine pratiquement en rencard avec un autre mec juste devant moi, alors que c'était moi qui payais l'addition. L'addition est finalement arrivée. Le serveur l'a posée au milieu de la table, juste entre nous. Personne ne l'a attrapé. Ils ont continué à parler et à rigoler de trucs de boulot. Finalement, Mélissa l'a regardé d'un coup d'œil et m'a demandé si je pouvais prendre la totalité. Je lui ai demandé si elle voulait dire toute l'addition, y compris son repas à lui. Elle a dit oui, et a fait remarquer que c'était la Saint-Valentin et que j'allais payer de toute façon, alors quelle était la différence ? Mon visage a dû changer de couleur à ce moment-là. Son visage s'est crispé et elle est devenue furieuse. Elle m'a demandé si j'étais sérieux à me comporter comme ça et m'a dit de ne pas être radin. Puis elle m'a rappelé, d'un ton agressif, qu'il traversait une période vraiment difficile avec sa rupture. J'ai dit que s'il avait tellement de problèmes, il pouvait quand même payer son steak à $50. Le mec a levé les mains en l'air et a proposé de me faire un virement de sa part, si ça posait autant de problèmes. J'ai dit « ouais, en fait, ça posait problème ». Mélissa m'a donné un coup de pied sous la table, assez fort pour que ça fasse mal, et m'a sifflé dessus pour que j'arrête de l'embarrasser en public. J'ai regardé l'addition. Le total était de $240. Mon steak n'avait coûté que 32. J'ai sorti 2 billets de $20 et je les ai jetés sur la table. Ça couvre mon repas et un pourboire pour le serveur, ai-je dit assez fort pour qu'il m'entende. La voix de Mélissa est devenue forte, presque un cri. « Tu crois que tu fais quoi ?» a-t-elle exigé. Je me suis levé lentement de la banquette et je les ai regardés tous les deux. Ils étaient assis là comme un vrai couple côte à côte, me fixant du regard comme si c'était moi qui gâchais leur soirée parfaite. « Vous êtes super ensemble, leur ai-je dit. Vraiment super en fait, parfait, l'un pour l'autre. » Puis j'ai dit « Je te quitte, Mélissa, là tout de suite. » Sa bouche s'est juste ouverte, béante. « Quoi ?» a-t-elle demandé. Je l'ai répété, « Je te quitte, c'est fini, terminé, point final. » Elle a demandé, comme si elle n'arrivait pas à y croire. « Tu mets sérieusement fin à notre relation de 2 ans pour ça ? Parce que je suis juste gentille avec quelqu'un qui traverse une période difficile ?» J'ai dit « J'y mets fin parce que tu as amené un autre homme à notre dîner de Saint-Valentin, tu m'as ignoré pendant 2 heures d'affilée comme si je n'existais pas, et ensuite tu t'attendais à ce que je paye pour ton rencard romantique avec lui. » Ouais, ai-je dit, j'y mets fin exactement pour ça. Puis je suis sorti du restaurant sans me retourner. Je pouvais l'entendre crier mon nom, mais j'ai juste continué à marcher vers la sortie. J'ai commandé un Uber pour retourner à son appartement où étaient toutes mes affaires. Le chauffeur a essayé de faire la conversation, mais je n'étais pas d'humeur. J'ai passé les 3 heures suivantes dans une rage folle, à emballer tout ce que je possédais dans des cartons et des sacs. Vêtements, ordinateurs portables, consoles de jeux, livres, affaires de salle de bain, produits de toilette, tout ce qui était à moi. J'ai appelé mon pote Derek qui avait un pick-up. Il s'est pointé à minuit sans poser une seule question sur ce qui se passait ou pourquoi j'avais besoin d'aide aussi désespérément. Il m'a juste demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que non, je n'allais pas bien, mais que ça irait. Un jour, on a chargé toutes mes affaires dans la benne du pick-up. J'ai laissé la clé de mon appartement sur le plan de travail de la cuisine, là où Mélissa la trouverait. On a roulé jusqu'à chez Derek, à l'autre bout de la ville. Il avait une chambre d'amis dans laquelle j'avais déjà dormi avant d'emménager avec Mélissa. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des textos de Mélissa. Ils ont commencé à arriver à toute vitesse. Où étais-je allé ? Est-ce que je faisais sérieusement ça maintenant ? Elle exigeait que je revienne pour qu'on puisse en parler comme des adultes. Je réagissais de manière excessive. Ce n'était qu'un ami, rien de plus.
J'étais tellement dramatique et embarrassant. Les messages ont continué à arriver toutes les quelques minutes jusqu'à ce que je finisse par bloquer son numéro vers 3 heures du matin parce que j'avais besoin de dormir. C'était il y a 4 jours quand j'ai commencé à écrire ça. J'habitais chez Derek et je cherchais des appartements à louer. Le truc bizarre, c'est que je ne me sentais même pas si triste de la rupture. Je me sentais juste en colère et étrangement soulagé, comme si un poids s'était envolé. 3 jours après la Saint-Valentin, Mélissa s'est pointée à mon travail à l'improviste. Elle est entrée directement dans le bureau et a demandé à me voir à l'accueil. Mon collègue Steve était venu à mon bureau en ayant l'air mal à l'aise et m'a dit qu'il y avait une femme à la réception qui disait qu'il était urgent qu'elle me parle. Je suis allé dans le hall et elle était là, avec des yeux rouges et gonflés et sans maquillage. On aurait dit qu'elle avait pleuré pendant des heures. Elle a immédiatement dit « Il faut qu'on parle tout de suite ». Je lui ai dit « Non, on n'a pas du tout besoin de parler ». « Tu ne peux pas gâcher 2 ans pour un simple malentendu », m'a-t-elle dit. « Ce n'est pas un malentendu », ai-je répondu. « Tu as emmené un autre type à notre dîner de Saint-Valentin en sachant pertinemment ce que tu faisais. » La réceptionniste faisait semblant d'être débordée par des papiers, mais elle écoutait tout. C'était en train de dégénérer en scène publique sur mon lieu de travail. Mélissa a dit qu'il avait terriblement besoin d'un ami et que je montais ça en épingle. J'ai dit « J'avais besoin d'une copine qui ne me traite pas comme si j'étais invisible, et je crois qu'aucun de nous deux n'a eu ce qu'il voulait. » Elle a dit qu'elle m'aimait. Je lui ai répondu qu'elle avait une drôle de façon de le montrer. Elle s'est mise à brailler, genre à pleurer à chaudes larmes, les yeux inondés. Elle m'a supplié d'aller prendre un café pour qu'elle puisse tout m'expliquer. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à expliquer. Elle a fait son choix et ça me va très bien. Elle m'a traité de froide et de sans cœur. J'ai dit que je n'étais pas froid, juste que c'était terminé. C'est différent. Je lui ai dit de partir, maintenant, genre tout de suite. Les agents de sécurité étaient déjà en train de traverser le hall. Elle les a vus arriver et s'est retournée vers moi en disant que ce n'était pas fini. Je lui ai dit que si, justement. Elle est partie en vitesse. Mon chef m'a pris à part dans le couloir après et m'a demandé si j'allais bien. Je me suis excusé pour la scène et j'ai dit que c'était mon ex qu'elle cherchait la merde. Il m'a dit pas de souci, il voulait juste s'assurer que je gérais la situation. J'étais content qu'au moins une personne au boulot s'en soucie. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce que je pensais que c'était peut-être pour un des appartements pour lesquels j'avais postulé. Le texto disait « Salut mec, c'est moi, le gars du dîner l'autre soir. » Le mari de bureau. Je n'en revenais pas. J'ai répondu « Putain, comment t'as eu mon numéro ?» Il a dit qu'il l'avait piqué sur le téléphone de Mélissa quand elle ne regardait pas. Il a suggéré qu'on aille boire une bière et qu'on s'explique. J'ai dit hors de question, niette. Il a insisté, on était tous les deux adultes, et Mélissa tenait vraiment à moi, qu'il était juste un ami qui la soutenait. J'ai demandé si soutenir voulait dire la laisser payer son repas hors de prix sans même proposer de participer. Il a dit qu'elle avait proposé de partager, et qu'est-ce qu'il était censé faire, dire non. Le culot de ce type était incroyable. Je lui ai dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, maintenant que j'étais hors jeu, et je lui ai dit de supprimer mon numéro. Il a eu le toupet de me dire que je faisais une erreur, que Mélissa était une super fille. Je lui ai dit qu'il n'avait qu'à sortir avec elle. Et j'ai bloqué le numéro sans attendre de réponse. C'est là que ça devient intéressant. Derek, le pote qui m'a aidé à déménager, bosse dans la tech, la cybersécurité, tout ça. Je lui ai parlé du mari de bureau qui m'envoyait des textos, il est devenu curieux et a demandé le nom du type. Je me suis rendu compte que Mélissa n'avait jamais mentionné son nom, même pas une seule fois. Derek a dit qu'il allait se renseigner, il connaissait quelqu'un qui travaillait dans l'entreprise de Mélissa. 2 jours plus tard, il est revenu avec des infos qui m'ont laissé sur le cul. Le mari de bureau n'était pas juste un collègue. C'était le supérieur hiérarchique direct de Mélissa, son boss, celui qui contrôlait ses missions et sa carrière. J'avais passé la Saint-Valentin à regarder ma copine en rencard avec le type qui contrôlait sa carrière. Tout s'est mis en place. Le costume hors de prix, la montre, l'assurance, sa façon de se tenir. Ce n'était pas un ami lambda. C'était quelqu'un qui avait du pouvoir sur elle. Et ils passaient suffisamment de temps ensemble pour qu'elle se sente à l'aise de l'appeler son mari de bureau et de l'amener à notre dîner de Saint-Valentin comme si de rien n'était.
Hier, j'ai reçu un autre texto de Mélissa, d'un numéro différent cette fois. Le message disait qu'elle savait que j'avais bloqué son autre numéro, mais qu'elle me suppliait de lire ce qu'elle avait à dire. Elle a admis qu'elle avait merdé et qu'elle me prenait pour acquis. Pendant notre relation, je lui manquais comme un fou et elle pensait à moi tout le temps. Cette soirée ne voulait rien dire. Avec le recul, il ne comptait pour rien pour elle. C'était moi avec qui elle voulait être sur le long terme. Elle me suppliait de lui donner une autre chance de réparer les choses. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait une capture d'écran de tout. J'avais l'impression que j'aurais peut-être besoin de preuves de tout ça plus tard. Et puis aujourd'hui, elle a posté un truc sur les réseaux sociaux. Un de ces posts vagues sur le fait qu'on finit par voir qui nous soutient et qui se sert de nous. Sur le fait que la confiance est essentielle et que certaines personnes montrent leur vrai visage quand les choses se compliquent. Elle a fini en disant qu'elle méritait mieux. Les commentaires ont explosé instantanément. Ses amis se sont tous jetés à l'eau pour la soutenir, en disant des trucs comme « Tu mérites tellement mieux, ma reine » et « C'est lui qui perd ». Personne ne savait ce qui s'était réellement passé, pas une seule personne n'a posé de questions. Juste un soutien automatique pour leur ami. Mon téléphone a explosé en 1 heure. Des amis d'amis m'envoyaient des messages pour me demander ce que je lui avais fait. Des gens que je connaissais à peine me contactaient, genre « Mec, qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux ?» Je me suis dit que si on en était à ça publiquement, j'allais rétablir la vérité avec des faits. J'ai posté ma propre version, en restant simple et factuel. J'ai dit que j'avais rompu avec mon ex après qu'elle ait invité son patron à notre dîner de Saint-Valentin. Qu'elle m'avait ignoré toute la soirée, s'attendait à ce que je paye pour eux deux, puis m'avait traité de drama queen quand je suis parti. C'était tout, clair et net. La réaction a vite changé une fois que les gens ont su la vérité. Les questions ont commencé à fuser dans les commentaires. « Attends, quoi ? Son patron était là ?» Le ton a complètement changé en moins d'1 heure. Mélissa a supprimé son post original dans l'heure qui a suivi, mais le mal était fait. Maintenant, tout le monde savait ce qui s'était réellement passé. Et honnêtement, ça me convenait. Je voulais que la vérité éclate. Je n'étais pas le méchant, comme elle essayait de le faire croire. Le lendemain, j'ai visité un studio. C'était petit. Genre vraiment petit. Mais c'était chez moi. Entièrement chez moi. Un endroit où je ne me sentirais pas comme un invité chez quelqu'un d'autre. Plus question de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre dans son appartement. Derek m'a demandé si je regrettais quelque chose dans la façon dont j'avais géré la situation. Je lui ai dit que j'aurais dû voir les signaux d'alerte bien plus tôt. Mais non, je ne regrettais pas d'être parti de ce restaurant. La meilleure décision que j'ai jamais prise. 2 semaines se sont écoulées. J'avais signé le bail la semaine précédente et emménagé dans le studio pendant le week-end, avec l'aide de Derek. L'endroit était minuscule, à peine assez grand pour moi, mais j'avais l'impression d'être totalement libre. Derek m'a aidé à transporter mes affaires de sa chambre d'amis à mon nouveau chez moi. Après, on a pris une pizza dans le coin et il m'a raconté tous les potins qu'il avait entendus. Apparemment, ça chauffait grave au bureau de Mélissa. J'ai demandé « Grave comment ?» Il a dit « Genre les ressources humaines s'en mêlent. Enquêtes officielles. » Quelqu'un avait signalé la relation entre Mélissa et son supérieur au RH. Plus précisément, ils avaient utilisé le dîner de Saint-Valentin comme preuve. Quelqu'un de leur entreprise les avait vus au restaurant, les avait reconnus et avait déposé une plainte concernant leur relation inappropriée. J'ai demandé s'ils couchaient ensemble ou s'ils étaient juste amis. Derek a dit que c'était ce que les RH essayaient de déterminer. Qu'ils soient juste trop proches ou qu'ils aient réellement franchi des limites qui enfreignaient le règlement de l'entreprise, je me sentais vengé, mais aussi. Pire ? Genre, je savais qu'il se passait quelque chose, mais entendre une enquête officielle le confirmer ? Ça faisait un drôle d'effet, mais c'est devenu encore plus dingue très vite. Mélissa s'est pointée à mon appartement, sans prévenir. Aucune idée de comment elle avait trouvé mon adresse. Je parie qu'elle a appelé ma mère ou un truc du genre. Elles se sont toujours bien entendues. Elle a frappé vers 20h un mardi. J'ai jeté un coup d'œil par le Judas et je l'ai vue plantée là, complètement démolie. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. J'ai demandé, à travers la porte, « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle m'a supplié de la laisser entrer, a dit qu'il fallait qu'on parle. Je lui ai dit « Bah non, on n'a vraiment rien à se dire. » Alors elle a dit quelque chose qui m'a arrêté. Elle avait perdu son boulot. J'ai ouvert la porte,
Mais je suis resté dans l'encadrement. Je ne l'ai pas laissée entrer. J'ai demandé ce qui s'était passé au travail. Elle avait l'air horrible. Cheveux en bataille, vêtements froissés comme si elle avait dormi dedans, yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle m'a dit qu'il l'avait virée. Elle a dit qu'elle avait enfreint le règlement de l'entreprise et que c'était de ma faute. J'ai demandé comment ça pouvait être de ma faute. Elle a dit que j'avais parlé de lui, de notre dîner de Saint-Valentin, et que quelqu'un les avait balancés au RH. Maintenant, ils étaient tous les deux virés et au chômage. J'ai dit que je n'avais rien dit à personne de son entreprise. J'ai juste dit aux gens la vérité sur ce qui s'était passé. Elle a dit que poster sur les réseaux sociaux, c'était pareil. Que j'avais ruiné sa carrière et qu'elle pouvait me poursuivre en justice pour ça. J'ai demandé « Me poursuivre pourquoi, exactement ?» « Pour avoir dit la vérité ?» a-t-elle dit. « Pour maltraitance et diffamation. » Juste à ce moment-là, la porte d'un voisin s'est ouverte au bout du couloir. Un vieux monsieur a passé la tête et a demandé « Tout va bien ici ?» Je lui ai dit « Oui, monsieur, elle s'en va. » Mélissa a regardé le voisin, puis m'a regardé à nouveau et a baissé la voix. Elle a dit qu'elle n'avait plus rien maintenant, plus de boulot, ne pouvait pas payer son loyer, tout ça à cause de moi. Je lui ai dit que c'était à cause de ses choix. C'est elle qui les avait faits. Maintenant, elle devait assumer comme une grande. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je pouvais être aussi cruelle, qu'elle pensait que je l'aimais. Je lui ai dit que je l'aimais, au passé. Elle a tué cet amour quand elle a préféré son patron à moi le jour de la Saint-Valentin. Elle a dit qu'il n'était plus son patron, qu'ils étaient tous les deux au chômage maintenant à cause de moi. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Elle a demandé où elle était censée aller maintenant, ce qu'elle était censée faire sans boulot. Je lui ai dit de se débrouiller, tout comme j'avais dû me débrouiller, pour trouver un endroit où vivre quand j'ai quitté son appartement il y a 3 semaines sans préavis. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans mon appartement. Elle a carrément posé ses mains sur ma poitrine et a essayé de se frayer un chemin. J'ai retenu la porte fermée et je lui ai dit de partir ou j'appellerai la police. Elle a supplié de rester juste une nuit, a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. J'ai dit que c'était ballot, mais que c'était toujours non. Le voisin a crié à nouveau, demandant si je voulais qu'il appelle la police. Les yeux de Mélissa se sont écarquillés. Elle a reculé rapidement et a dit « Très bien, je m'en vais ». Elle a ajouté qu'elle espérait que j'étais heureux, que j'avais détruit sa vie. Je lui ai répondu que c'était elle qui avait invité son patron à notre dîner de Saint-Valentin et qui avait détruit sa propre vie. Moi, j'avais juste arrêté d'en faire partie. Elle est partie et je l'ai entendue pleurer dans le couloir. Je me suis senti mal pendant 2 secondes, puis je me suis souvenu de l'avoir vue glousser et lui donner ses raviolis au homard, alors que j'étais assis là, seul et ignoré, à mon propre dîner de Saint-Valentin. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro avec l'indicatif régional de ma ville natale. C'était ma mère. Elle m'a dit que Mélissa l'avait appelée pour lui dire que je l'avais mise à la porte de mon appartement et qu'elle était maintenant sans abri dans la rue. Je lui ai expliqué que ce n'était pas du tout ce qui s'était passé. J'avais quitté l'appartement de Mélissa il y a 3 semaines de mon propre chef. Elle avait été virée de son travail pour inconduite avec son supérieur, et c'était entièrement de sa faute. Ma mère a dit que Mélissa avait fait croire que je l'avais jetée dehors dans le froid de l'hiver, sans nulle part où aller. J'ai expliqué toute la situation en détail à ma mère. Mélissa avait emmené son patron à notre dîner de Saint-Valentin, m'avait complètement ignoré, s'attendait à ce que je paye pour eux deux, et j'étais parti. Ensuite, j'avais découvert qu'ils avaient eu un comportement inapproprié au travail et que les RH avaient ouvert une enquête. Rien de tout cela n'était de ma faute. Il y a eu un silence au bout du fil pendant un moment. Puis ma mère a dit « Oh chérie, je suis tellement désolée que ce soit arrivé. C'est vraiment horrible d'être traitée comme ça. » J'ai dit que ça allait, que j'allais bien maintenant, que j'avais trouvé mon propre logement et que j'allais de l'avant. Ma mère a mentionné que Mélissa avait également demandé si elle pouvait rester chez mes parents pendant un certain temps, affirmant que j'avais même suggéré cette option. Le culot de cette femme était incroyable. J'ai dit à ma mère que je n'avais absolument pas suggéré ça et je l'ai suppliée de ne pas se laisser culpabiliser par Mélissa. Ma mère m'a assuré de ne pas m'inquiéter, qu'elle avait déjà dit non à Mélissa immédiatement. Mon père ne l'aurait pas permis de toute façon et il s'était méfié quand Mélissa avait appelé en premier lieu.
J'ai remercié ma mère d'avoir réellement écouté ma version de l'histoire, au lieu de simplement croire Mélissa. Mais il y avait encore plus de drama, parce que bien sûr, il y en avait. J'ai reçu une demande de message sur les réseaux sociaux de la part du patron, ou ex-patron maintenant, je suppose. Il disait que nous devions parler de cette situation et que les choses avaient complètement dérapé. Il était prêt à admettre qu'ils avaient peut-être franchi certaines limites professionnelles, mais ma réaction avait causé de réels dommages à la vie et à la carrière de vraies personnes. Des gens avaient perdu leur emploi à cause de ça. Il a suggéré que nous pourrions résoudre cette situation comme des adultes matures. J'ai immédiatement fait une capture d'écran du message et je l'ai envoyé à Derek. Derek a répondu par SMS que ce type essayait clairement de me faire porter le chapeau pour leur propre bazar et m'a demandé si j'allais répondre. J'ai demandé si je devais. Derek a dit « Surtout pas ». Le type cherchait un coupable et je ne devais pas lui donner la moindre munition à utiliser contre moi. Je n'ai pas répondu au message. Je l'ai juste bloqué, lui aussi, sur toutes les plateformes. La nuit dernière, Mélissa a posté une longue vidéo décousue sur ses stories de réseaux sociaux. Je l'ai regardée grâce à un faux compte que Derek avait créé à des fins de surveillance. Elle pleurait dans la vidéo, parlant de la façon dont les gens montrent leur vrai visage pendant les moments difficiles, de la façon dont la personne qu'elle pensait l'aimer l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui, et de la façon dont les hommes vous ruinent la vie, puis font comme si c'était eux qui souffraient. Zéro remise en question de ses propres actes. Zéro mention de la raison pour laquelle tout cela s'était réellement produit. Juste de la victimisation pure et simple et le rejet de la faute sur les autres. Les commentaires étaient partagés en deux camps. Certaines personnes croyaient complètement à son récit sans se poser de questions, mais d'autres la remettaient en question parce que la vérité s'était déjà répandue dans notre réseau d'amis communs. Quelqu'un a commenté en demandant « N'as-tu pas trompé avec ton patron ?» Bien qu'elle ait supprimé toute la story quelques minutes après ce commentaire, j'en avais fini de m'impliquer dans tout ça. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, j'ai complètement changé de numéro de téléphone et je n'ai donné le nouveau qu'aux personnes en qui j'avais réellement confiance. J'ai dit explicitement à ma mère de ne partager aucune information me concernant avec Mélissa, en aucun cas. Les choses au travail se passaient vraiment bien. Étonnamment, mon patron avait apprécié la façon dont j'avais géré la situation avec professionnalisme lorsque Mélissa s'était pointée au bureau, faisant un scandale. J'allais déjeuner plus souvent avec des collègues, me créant de vraies amitiés professionnelles pour la première fois. Une femme du service comptabilité, Natacha, et moi, on avait pas mal parlé ces derniers temps. Rien de sérieux ou de romantique pour l'instant, juste vraiment agréable d'avoir des conversations normales et saines avec quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire en tant que personne. Petit à petit, le studio se transformait en un véritable chez-moi. J'avais déniché un canapé dans une friperie du centre-ville. Il était franchement moche, le motif était immonde, mais il était confortable et surtout, il était à moi. Derek m'a filé sa vieille télé, celle qu'il venait de remplacer par un modèle plus récent. Je me construisais lentement une vie qui m'appartenait enfin. J'ai fini par recevoir le contrat de location de l'appartement de Mélissa par mail. Apparemment, elle m'avait tenu à l'écart du bail officiel pendant toute la durée de notre colocation, même si je lui filais du liquide pour ma part de loyer chaque mois. Je n'avais jamais rien signé, rien d'officiel, rien de légal, donc légalement je n'avais jamais été tenu de payer quoi que ce soit. Heureusement, parce que j'avais entendu dire par des amis communs qu'elle avait déjà plusieurs mois de retard sur les paiements. Ce n'est plus mon cirque, ce ne sont plus mes singes. 1 mois s'était écoulé depuis la Saint-Valentin. Ce sera ma dernière mise à jour, parce que j'ai besoin de clore définitivement ce chapitre de ma vie et de passer à autre chose. La situation avec l'appartement de Mélissa s'est réglée d'elle-même. Elle s'est fait expulser. Officiellement. J'ai appris ça par un ami commun qui lui parlait encore de temps en temps. Apparemment, sans son salaire, elle ne pouvait plus payer son loyer mensuel. Elle a accumulé 3 mois pleins de retard. Et son propriétaire a entamé une procédure d'expulsion en bonne et due forme. Elle a réussi à trouver mon nouveau numéro de téléphone et elle a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu. Elle m'a laissé un long message vocal désespéré. Et quel message vocal ? Elle disait qu'elle savait que j'avais changé de numéro, mais qu'elle l'avait obtenu auprès de ma mère. Elle me suppliait de ne pas en vouloir à ma mère,
qu'elle avait menti et lui avait dit que c'était une urgence médicale. Elle a continué en disant qu'elle était vraiment dans le pétrin, maintenant qu'on la mettait à la rue, qu'elle n'avait nulle part où aller. Ses parents ne voulaient pas l'aider financièrement. Ses amis étaient tous occupés avec leur propre vie et ne pouvaient pas l'héberger. J'étais le seul à m'être vraiment soucié d'elle. Elle me demandait si elle pouvait juste rester chez moi quelques semaines, promettant qu'elle dormirait sur le canapé et que je ne me rendrais même pas compte de sa présence. J'ai supprimé le message vocal sans même l'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai tout de suite changé de numéro de téléphone. Le même jour, j'ai appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Ma mère s'est sentie terriblement mal. Elle a dit que Mélissa lui avait dit que j'étais à l'hôpital pour une urgence et qu'elle n'aurait jamais donné mon numéro sinon. J'ai dit à ma mère que ce n'était pas grave, que je mettrais juste à jour mon nouveau numéro auprès de tous ceux en qui j'avais confiance. Le plus important, c'est que ma mère comprenait à quel point Mélissa était une manipulatrice. Et maintenant, voici la partie que je n'avais pas vue venir. Cette femme de la comptabilité dont je vous ai parlé. Natacha. On prenait régulièrement des cafés ensemble et on discutait pendant les pauses déjeuner presque tous les jours. Elle était intelligente, drôle et elle avait sa vie bien en main. On est sortis ensemble la semaine précédente. On a dîné dans un endroit sympa. Une bonne conversation qui coulait de source, sans aucune gêne. À la fin du repas, elle a payé sa part sans que j'aie à le lui demander ou à le suggérer. Vous imaginez ? Un minimum de savoir-vivre. À la fin de la soirée, elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle a mentionné qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé avec mon ex, toute l'histoire de la Saint-Valentin. Elle voulait que je sache qu'elle trouvait que j'avais géré ça super bien. Elle disait que beaucoup de mecs en auraient fait un drame ou auraient essayé de se venger d'une manière ou d'une autre, mais que moi j'étais juste parti avec dignité. Il fallait une sacrée force de caractère pour ça, selon elle. Je lui ai dit que je ne m'étais pas du tout senti fort à ce moment-là. En fait, je m'étais plutôt senti pathétique et stupide. Elle n'était absolument pas d'accord. Elle disait que ce n'était pas du tout pathétique. J'avais suffisamment de respect pour moi-même pour partir immédiatement quand j'avais vu un manque de respect flagrant. C'était énorme et ça montrait du caractère. On prenait notre temps, tous les deux. Pas de précipitation, pas de pression pour définir les choses, juste voir où ça nous menait. Pendant ce temps, Mélissa avait complètement craqué. D'après ce que j'avais entendu dire par nos amis, elle squattait de canapé en canapé depuis des semaines et ils commençaient à en avoir marre de l'héberger. Elle et l'ex-patron n'étaient plus ensemble. Apparemment. Une fois qu'ils avaient tous les deux perdu leur emploi, ce qu'ils avaient s'était effondré rapidement. Il s'avère que tout était une question de se fréquenter au travail et du frisson de l'interdit. Mélissa avait postulé à des emplois sans arrêt, mais s'être fait virer de son dernier emploi rendait la recherche d'un nouveau travail extrêmement difficile. Les entreprises indiquaient violation du règlement intérieur sur son dossier, ce qui était un énorme drapeau rouge pour les nouveaux employeurs. Lors de vérification d'antécédents, elle avait publié sur les réseaux sociaux une demande d'argent. Pour quelqu'un qui traversait une mauvaise passe, elle s'est fait démolir. Dans les commentaires, les gens lui demandaient pourquoi elle ne trouvait pas simplement un travail normal. D'autres ont évoqué l'histoire de la Saint-Valentin. Elle a vite supprimé ce post, elle aussi. Ses parents avaient finalement accepté de la laisser emménager de nouveau chez eux pendant un certain temps. Ils vivaient dans un autre état, à plusieurs heures de route. Apparemment, elle partait le week-end prochain. Vous voulez savoir ce que j'en pensais de tout ça ? Absolument rien. Aucune joie face à sa souffrance, aucune sympathie pour sa situation, ni colère, ni rancune, juste une indifférence totale. C'était fini, et j'étais passé à autre chose. Mon studio était entièrement meublé à présent. C'était petit, mais c'était à moi. J'avais des plantes sur le rebord de la fenêtre, qui profitaient du soleil. Mon installation de jeux vidéo était parfaite dans un coin. La cuisine était à peine fonctionnelle, avec quasiment aucun plan de travail, mais j'apprenais à cuisiner. Préparer mes repas, le dimanche était devenu mon truc, et j'y prenais même du plaisir. J'avais eu une petite augmentation la semaine précédente, sans prévenir. Mon patron m'a dit que j'avais été plus concentré et plus professionnel ces derniers temps. C'est fou ce qui peut arriver quand on n'est pas stressé par des problèmes de couple et des drames. Natacha, de la compta, et moi, on ressortait ensemble le week-end prochain.
Elle voulait essayer ce nouveau resto thaï qui venait d'ouvrir en centre-ville. Elle a dit que c'était elle qui payait, puisque j'avais réglé l'addition au premier rendez-vous. Je n'ai pas insisté. C'était vraiment agréable d'être avec quelqu'un qui voulait réellement participer et partager les responsabilités au lieu de s'attendre à ce que je paye tout. En repensant à la Saint-Valentin, à ce moment précis au restaurant où j'ai décidé de m'en aller, j'ai réalisé que c'était la première fois de toute cette relation que je m'étais fait respecter. J'aurais probablement dû le faire bien avant. Honnêtement, les signaux d'alarme étaient là depuis le début, si j'avais voulu les voir. Par exemple, la façon dont Mélissa avait toujours besoin que je paye pour tout, mais qui se braquait si jamais j'évoquais les questions d'argent. Le fait que ses amis aient toujours été plus importants que les moments que nous passions ensemble. La façon dont elle racontait des choses privées sur nous à ses collègues, y compris lui. Plus précisément, la façon dont elle se souciait plus de paraître bien en ligne que d'être réellement heureuse avec moi. J'ai ignoré tout ça parce que je pensais que c'était ça, le compromis dans une bonne relation. En réalité, un vrai compromis se fait dans les deux sens, de manière équilibrée. Ce que je faisais, c'était juste accepter beaucoup moins que ce que je méritais en tant qu'être humain. Quelqu'un a commenté mon premier post en me demandant si je regrettais d'avoir été aussi dur avec Mélissa. La vérité, c'est que non, pas du tout. Elle devait assumer les conséquences de ses actes, pas parce que je voulais être méchant ou me venger, mais parce que ses choix finissaient par la rattraper. J'ai juste arrêté de la protéger des résultats de ses propres actions. L'histoire de son boulot, le fait de se faire virer de son appartement, que ses amis en aient marre d'elle, tout ça découlait de choix qu'elle avait faits délibérément, en sachant parfaitement ce qu'elle faisait. Elle savait que c'était mal d'inviter son patron à notre dîner de Saint-Valentin. Elle l'a fait quand même parce qu'elle en avait envie. Elle savait que c'était mal de passer son temps de travail à flirter avec son patron et que c'était contraire au règlement. Elle l'a fait quand même parce qu'elle aimait l'attention qu'elle recevait. Je n'étais pas responsable de réparer les dégâts qu'elle avait causés elle-même. Derek m'a demandé hier soir si je la reprendrais si elle revenait en rampant, en s'excusant et en promettant de changer. J'ai dit pas question. Jamais de la vie. Même si elle était vraiment désolée, ce dont je doute, elle serait seulement désolée de s'être fait prendre et d'avoir perdu son boulot. Désolée de devoir faire face à de vraies conséquences. Elle ne serait pas réellement désolée de ce qu'elle m'a fait. C'est une grande différence. C'est important. Derek a acquiescé et a dit « C'est juste ». Ensuite, il m'a demandé si c'était tout. La fin de l'histoire. Juste un type normal qui s'est fait avoir à la Saint-Valentin, qui est parti et qui a recommencé à zéro. Pas de grosses disputes, pas de plan de vengeance. Je lui ai dit « Ouais, c'est tout. Juste une personne normale qui a décidé qu'elle méritait le respect et qui a agi en conséquence quand elle ne l'obtenait pas. » Natacha m'a envoyé un texto plus tôt pour me demander si j'étais allergique à quelque chose avant le dîner de samedi. C'est le genre de choses que j'aurais dû avoir depuis le début. Quelqu'un qui se soucie des petites choses et qui pense aux autres. À tous ceux qui ont suivi cette histoire et qui m'ont soutenu, merci. Merci d'avoir demandé si je n'étais pas allé trop loin ou si j'avais été trop dur avec elle. Je ne l'ai pas été. J'ai juste arrêté de supporter qu'on me traite comme une merde. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est juste laisser quelqu'un assumer les conséquences de ses actes pendant que vous passez à autre chose. Mélissa, si tu lis ça par hasard, j'espère que tu vas te ressaisir et tirer des leçons de tout ça. Mais pas avec moi. Plus jamais. Cette porte est fermée pour de bon. J'en ai fini avec ce chapitre, et je construis quelque chose de mieux maintenant.